Ma fiancée m'a laissé en plan à l'hôtel pour son ex, qui a débarqué juste avant la cérémonie. Je suis resté là, devant tout le monde, pendant qu'elle s'en allait. Alors, j'ai transformé la réception en ma propre fête de départ. J'ai déménagé dans un autre état la semaine même. Et maintenant, cela fait 2 ans qu'elle essaie de me retrouver. D'accord, Reddit. Accrochez-vous, car cette histoire est absolument dingue. C'est mon pote Jake qui m'a convaincu qu'il fallait la partager. Cela s'est passé en juin 2022, et je suis encore en train de digérer l'audace de ce qui s'est passé. Voici l'histoire. Je m'appelle Kyle, j'ai 29 ans, je suis un homme et je travaille dans la vente d'équipements industriels pour une entreprise manufacturière basée en Pennsylvanie. Je suis dans la même boîte depuis l'obtention de mon diplôme. J'ai gravi les échelons, passant de débutant à responsable de compte en 6 ans. Je gagnais bien ma vie, j'avais mon propre appartement en copropriété à l'extérieur de Pittsburgh, je conduisais un Ford F-150 de 2016 qui était entièrement payé, et j'avais un plan d'épargne retraite solide. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais c'était stable et confortable. Ce camion, c'était ma fierté et ma joie. Je l'avais acheté d'occasion certifié chez un concessionnaire qui entretenait vraiment son stock, au lieu de se contenter de passer un coup de cire sur tout. Double cabine, pack remorquage, la totale. J'ai passé mon premier mois à installer une protection de benne et à améliorer le système audio, parce que les haut-parleurs d'usine donnent toujours l'impression que la musique sort d'une boîte de conserve. Après avoir vu la plupart de mes potes enchaîner les relations qui explosaient à cause de disputes stupides ou de problèmes d'engagement, j'avais, en gros, fait une croix sur l'idée de trouver quelque chose de sérieux. Je me concentrais sur le travail, je restais en forme, et je restaurais cette Mustang de 1969 que j'avais achetée lors d'une vente de succession. Le moteur était complètement mort, mais la carrosserie était solide. Puis, ma sœur a organisé ce barbecue en août 2019, et j'ai rencontré Caitlin. Cette fille semblait être tout ce que je ne savais pas que je cherchais. Institutrice de 4e année dans une école privée du centre-ville, elle avait l'un de ces rires qui faisait sourire tout le monde autour d'elle. Elle portait des robes qui avaient l'air soignées, et non pas comme si elle avait attrapé le premier truc près de la porte. Elle dégageait toute une énergie saine qui vous donnait envie d'être une meilleure personne, juste en étant près d'elle. Le courant est passé tout de suite autour du barbecue. Elle trouvait rafraîchissant que j'ai de vrais objectifs de vie au-delà de simplement survivre d'une paix à l'autre, que je possède de vrais meubles qui n'étaient pas de la camelote d'occasion, et que je puisse planifier un rendez-vous qui n'impliquait pas de fast-food et un abonnement Netflix. La plupart des gars avec qui elle sortait pensaient apparemment que la vie d'adulte de base était une sorte de trouble de la personnalité. Sortir avec Caitlin a semblé différent dès le premier jour. Les vraies conversations sur l'avenir venaient naturellement. Elle me demandait des nouvelles du renouvellement de mon bail, parlait de me présenter à sa famille élargie, et plaisantait sur le fait qu'il nous faudrait un garage pour notre future maison quand elle me voyait travailler sur la Mustang. Ce n'était pas un truc occasionnel où l'on attendait juste de voir ce qui allait se passer. Nous construisions quelque chose de réel. Elle s'est même investie dans le projet de la Mustang, ce qui m'a sidéré. La plupart des femmes avec qui j'étais sorti faisaient semblant de s'y intéresser, ou me faisaient clairement comprendre qu'elles pensaient que mon passe-temps était une perte de temps et d'argent. Caitlin, elle, m'apportait des sandwichs pendant que je travaillais dans le parking de mon immeuble et me posait de vraies questions sur ce que je faisais. Elle m'a même aidé à poncer la rouille sur les ailes arrière un samedi, vêtue d'une vieille combinaison qu'elle avait empruntée à son père. Sa famille m'a adoré dès le début. Son père, Robert, était un postier à la retraite. Un homme pragmatique qui appréciait que je sois à l'heure et que je tienne parole. Nous passions les dimanches après-midi dans son atelier à construire des armoires pour la salle de couture de sa mère, tout en parlant de tout, du football aux outils électriques, en passant par ce qu'il faut pour construire une vie qui vaut la peine d'être vécue. L'atelier de Robert était, en gros, le paradis du travail du bois. Le gars avait des outils provenant de l'entreprise de menuiserie de son grand-père, tous organisés comme dans une exposition de musée. Il m'a appris les bonnes techniques de menuiserie et, surtout, que faire les choses correctement du premier coup vous évite de les faire 2 fois. Sa mère, Patricia, me traitait comme le fils qu'elle n'avait jamais eu. Elle me renvoyait toujours chez moi avec assez de restes pour me nourrir pendant 3 jours, et demandait mon avis sur tout. Elle s'investissait sincèrement dans ma réussite. Elle avait ce jardin incroyable avec des parterres surélevés et un système d'irrigation, elle a commencé à m'apprendre le compagnonnage végétal, et m'a même laissé l'aider à agrandir sa serre. Il disait constamment à Caitlin à quel point elle avait de la chance, que j'étais quelqu'un à garder, et qu'elle serait folle de me laisser partir.
Robert lançait des allusions sur les petits-enfants, et Patricia faisait toujours des commentaires sur le fait que leurs futurs petits-enfants ne manqueraient de rien avec quelqu'un comme moi dans la famille. Ces gens sont devenus ma famille avant même que je ne fasse ma demande. En mars 2022, j'étais prêt à officialiser les choses. J'avais une bague à 8,2 cents dans mon coffre à la banque, un anneau en or blanc avec un diamant taille princesse qui captait la lumière comme une boule à facettes. Le plan était simple. Faire ma demande lors de notre dîner d'anniversaire des 2 ans, dans ce restaurant italien où nous avions eu notre premier rendez-vous, puis commencer à planifier le mariage avec les 2 familles. J'ai appelé son père 2 semaines avant pour demander sa bénédiction, comme un être humain décent. Robert a été très ému au téléphone, il m'a dit qu'il ne pouvait pas imaginer un meilleur homme pour sa fille et qu'il attendait cet appel depuis Noël. Il a dit que Patricia et lui avaient déjà ouvert un compte d'épargne pour aider au mariage, parce qu'ils voulaient que leur fille unique ait la célébration qu'elle méritait. La demande s'est passée parfaitement. J'ai mis un genou à terre juste au moment où le dessert arrivait. Elle a pleuré des larmes de joie. Tout le monde dans le restaurant a applaudi comme si nous étions dans un film romantique. Elle a immédiatement appelé ses parents en FaceTime, qui se sont mis à pleurer aussi. Elle a posté la bague sur les réseaux sociaux avec une légende sur le fait d'avoir trouvé son âme sœur. C'était tout ce qu'on est censé vouloir. Nous avons commencé à planifier le mariage immédiatement, car Caitlin voulait une cérémonie en été. Sa mère connaissait une coordinatrice d'événements qui pouvait nous obtenir ce lieu magnifique, une vieille grange convertie en salle de réception avec des poutres apparentes et des guirlandes lumineuses. Le genre d'endroit qui rendait comme un conte de fées en photo. Nous avons passé les 3 mois suivants à planifier chaque détail. Une liste d'invités de 180 personnes. Un DJ spécialisé pour faire danser tout le monde. Un photographe qui coûtait plus cher que ma première voiture, mais qui avait un portfolio qui le justifiait. Une production totale qui a coûté près de 35,000 $ avec la contribution des 2 familles. Je me suis occupé de la majeure partie de la logistique, parce que c'est mon métier. Caitlin se sentait dépassée en regardant les options, alors je réduisais les choix et je la laissais prendre la décision finale. Ça fonctionnait parfaitement. Ces demoiselles d'honneur étaient ses colocataires de fac et sa cousine Rachel. Mes garçons d'honneur étaient mes 3 meilleurs potes du lycée, plus mon beau-frère. L'enterrement de vie de garçon était un week-end de pêche au bord d'un lac dans le nord de l'État de New York. L'enterrement de vie de jeune fille était un week-end spa qui, apparemment, impliquait beaucoup de commérages sur la chance qu'avait Caitlin. Tout était bouclé en mai. Invitations envoyées, réponses reçues, paiements finaux effectués à tous les fournisseurs. Dîner de répétition prévu pour le vendredi soir dans ce steakhouse du centre-ville. Cérémonie et réception fixée pour le samedi après-midi, 18 juin, à 15 h. La semaine avant le mariage, j'ai mis la plupart de mes affaires dans un garde-meuble, parce que Caitlin et moi allions emménager dans un endroit plus grand après la lune de miel. Un appartement de 2 chambres plus proche de son école, avec un vrai garage pour la Mustang. J'avais signé le bail, payé le premier et le dernier mois, plus le dépôt de garantie. J'avais réservé le camion de déménagement pour le lundi suivant notre retour de lune de miel dans les Outer Banks. Tout était parfait. Tout était planifié. Tout était prêt. Puis, vendredi est arrivé. Le dîner de répétition a commencé à 18 h. Les 2 familles sont arrivées bien habillées, tout le monde était excité et heureux. Nous avons passé en revue la logistique de la cérémonie avec l'officiant qui se tient où, quand la musique démarre, tout ce truc chorégraphié qui fait que les mariages ont l'air fluides au lieu d'être chaotiques. Caitlin semblait distraite tout le temps. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone pendant la répétition, donnant des réponses sans conviction quand les gens lui posaient des questions. Je me suis dit qu'elle était juste nerveuse pour le grand jour. Vous savez, le trac du mariage, c'est normal. Le dîner lui-même avait lieu dans ce bon steakhouse que nous avions choisi il y a des mois. On avait réservé leur salle privée, commandé un tas d'entrées, la totale. Mon père a porté un toast pour dire à quel point il était fier, comment Caitlin était la fille qu'il n'avait jamais eue, et à quel point il avait hâte de l'accueillir officiellement dans notre famille. Robert s'est levé et a parlé du fait d'avoir vu sa petite fille grandir, et comment il avait su dès le premier jour que j'étais le bon gars pour elle. Caitlin a à peine touché à sa nourriture, se contentant de la pousser dans son assiette tout en fixant son téléphone sous la table, comme si elle pensait que personne ne le remarquerait. « Ça va ?» ai-je demandé doucement pendant que les autres parlaient. « Ouais, juste fatigué. Longue semaine à l'école pour boucler le semestre. » C'est compréhensible. Les élèves de 4e année deviennent sauvages à la fin de l'année.
Je comprends. Mais alors son téléphone a vibré, et j'ai vu son visage devenir complètement blanc. Elle s'est excusée pour aller aux toilettes et a disparu pendant environ 15 minutes. Quand elle est revenue, ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré. Sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé. Rien. Juste l'émotion pour demain. Des larmes de joie. J'aurais dû insister davantage. J'aurais dû exiger de savoir ce qui se passait vraiment, mais je ne voulais pas faire de scène devant tout le monde, alors j'ai laissé couler. Premier signal d'alarme, ignoré. Nous avons quitté le dîner vers 21h. La tradition veut que les mariés ne se voient pas la veille au soir, alors je suis retourné chez mon pote Jake où je crêchais, et elle est allée chez ses parents où logeaient toutes ces demoiselles d'honneur. Mec, t'es prêt pour demain? A demandé Jake pendant qu'on regardait la télé en mangeant des restes de pizza. Prêt comme jamais. J'ai passé 2 mois à m'assurer que chaque détail soit parfait. Caitlin avait l'air un peu bizarre ce soir, par contre. Tu as remarqué? Le stress du mariage. Elle ira bien demain. Jake m'a lancé ce regard comme s'il voulait dire autre chose, mais il s'est ravisé. Avec le recul, je me demande s'il a vu quelque chose que je ne voulais pas voir. Mon téléphone a vibré vers minuit. Texto de Caitlin. Je t'aime tellement. Demain va être parfait. J'ai répondu, je t'aime aussi. J'ai hâte de t'épouser. Dors un peu. C'était la dernière conversation normale que nous ayons jamais eue. Je me suis réveillé à 7h samedi matin dans la chambre d'amis de Jake. J'ai sorti mon costume du placard. Un gris anthracite taillé sur mesure qui coûtait plus cher que je ne voulais l'admettre, mais qui avait assez d'allure pour le justifier. J'ai pris une douche, je me suis préparé, j'ai vérifié mon téléphone. Rien de Caitlin, ce qui était normal. Elle gérait probablement le chaos de la coiffure, du maquillage et des demoiselles d'honneur. Les gars et moi avons pris le petit déjeuner dans ce dîner, tué quelques heures, puis nous nous sommes dirigés vers le lieu de la cérémonie vers midi. La cérémonie n'était qu'à 15h, mais je voulais être là tôt pour m'assurer que tout était bien installé. Le lieu était incroyable. Quelqu'un était clairement là depuis l'aube pour que tout soit parfait. Des chaises blanches en rangée soignées face à cette arche en bois couverte de fleurs, des guirlandes lumineuses pendant aux chevrons même s'il faisait jour. Les tables dans la zone de réception toutes dressées avec des centres de table et des marque-places. Tout était exactement comme nous l'avions prévu. Les photographes sont arrivés à 13h pour prendre des photos de la préparation avec moi et les garçons d'honneur. On a fait tout le truc du nœud de cravate, de l'ajustement des boutons de manchette, pendant que le photographe capturait ça pour la postérité. Essayez d'avoir l'air naturel tout en posant pour des photos mises en scène qui sont censées avoir l'air candide. Vers 14h, les invités ont commencé à arriver, remplissant ces chaises blanches rangées par rangées. Ma famille d'un côté, sa famille de l'autre, juste comme nous l'avions répété. Le DJ passait une musique de fond douce. Tout fonctionnait comme sur des roulettes. 14h30, je suis debout à l'hôtel avec l'officiant et mes garçons d'honneur, regardant les gens trouver leur siège, vérifiant ma montre, essayant de ne pas transpirer à travers mon costume coûteux. Mon témoin, Danny, continue de faire des blagues, essayant de calmer mes nerfs. Détends-toi, mec. Dans 30 minutes, tu seras marié, et tout ça ne sera qu'un souvenir flou. C'est ce sur quoi je compte. 14h45, les demoiselles d'honneur commencent à descendre l'allée dans leur robe bleu marine. Tout se passe comme prévu. Elles prennent position en face de nous, souriantes, tenant leur bouquet. Ensuite, nous attendons, et attendons, et attendons. La musique qui est censée donner le signal de l'entrée de Caitlin continue de tourner en boucle. Les gens commencent à bouger sur leur siège, vérifiant leur téléphone, chuchotant entre eux. Je suis là, essayant d'avoir l'air calme, alors que mon cœur martèle bizarrement dans ma poitrine. 15h05, toujours pas de mariée. Sa mère, Patricia, se lève et court pratiquement vers la suite nuptiale. Elle revient 5 minutes plus tard avec un air absolument paniqué. Elle chuchote quelque chose à Robert, qui se lève immédiatement. Tous deux disparaissent derrière le lieu de réception. Je regarde Danny. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Je ne sais pas, mec. Peut-être une urgence de robe. Mais au fond de moi, quelque chose dans mes tripes savait que ce n'était pas une urgence de robe. 15h15, les chuchotements deviennent plus forts. Les gens parlent carrément maintenant, vérifient leur téléphone, prennent des photos de la situation comme si c'était une sorte de divertissement.
Je suis toujours debout à l'hôtel comme un idiot absolu, parce que qu'est-ce que je suis censé faire d'autre? C'est à ce moment-là que je le vois entrer par l'entrée principale comme s'il était propriétaire des lieux. Un grand type, probablement un M88, portant un jean et un blouson de cuir comme s'il venait de descendre d'une moto. Cheveux foncés, barbe de 3 jours, le genre de gars qui a l'air de faire de mauvaises décisions son métier, et qui, d'une manière ou d'une autre, s'en sort bien. Il passe directement devant tous les invités assis, remonte l'allée centrale, et se dirige droit vers la suite nuptiale à l'arrière. Robert essaie de l'arrêter. Je peux les voir avoir cette conversation houleuse près de l'entrée où le cortège se prépare. Robert devient tout rouge, pointant vers la sortie, mais le type au blouson de cuir le pousse simplement et disparaît à l'arrière. Je suis là, devant 180 personnes, à regarder tout ça se dérouler comme si c'était un film pour lequel je n'avais pas acheté de billets. 5 minutes plus tard, Caitlin émerge de la suite nuptiale dans sa robe de mariée, tenant la main du type au blouson de cuir, marchant vers la sortie. Le lieu entier devient silencieux comme une tombe. On aurait pu entendre une mouche voler. Chaque personne regarde ma fiancée, dans la robe que nous avons passé des mois à choisir, tenant le bouquet que sa mère a fait, portant le voile que sa grand-mère portait, passer devant tous nos invités en tenant la main d'un autre homme. Elle ne me regarde pas, ne regarde personne, garde juste les yeux devant elle et continue de marcher. Je suis figé, je ne peux littéralement pas bouger. Mon cerveau s'est complètement éteint en essayant de traiter ce qui se passe. Patricia pleure. Robert a l'air de vouloir plaquer le gars au sol. Les demoiselles d'honneur sont là, la bouche ouverte. Mes garçons d'honneur me regardent tous, attendant un signal sur ce qu'il faut faire. Ils arrivent à la sortie, et elle se retourne enfin, me regarde directement pour la première fois. Je suis désolé, dit-elle assez fort pour que les premiers rangs l'entendent. Je ne peux pas faire ça. Jordan est revenu, et je ne peux tout simplement pas, puis ils sont partis. Par la porte, dans n'importe quel véhicule avec lequel il est arrivé. Disparu. Le lieu sombre dans le chaos. Les gens se lèvent, parlent tous en même temps, certains parents de Caitlin courent après eux. Patricia sanglote à chaudes larmes pendant que Robert essaie de la consoler, tout en ayant l'air de vouloir commettre un acte violent. Je suis toujours juste là, à l'hôtel. L'officiant me touche l'épaule. Fiston, je suis tellement désolé. C'est ce qui me fait sortir de ma torpeur. La pitié dans sa voix. La façon dont tout le monde me regarde comme si j'étais une sorte d'animal blessé. Mon beau-frère s'approche. Kyle, mec, de quoi as-tu besoin? De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de rembobiner les 10 dernières minutes. J'ai besoin de comprendre ce qui vient de se passer. J'ai besoin de ne pas être debout devant un hôtel, face à 180 personnes qui viennent de voir ma mariée s'enfuir avec quelqu'un d'autre. Mais rien de tout cela n'arrive. Alors, je prends une décision. Je me suis dirigé vers la cabine du DJ. Le gars est là, l'air absolument sous le choc. Il ne sait pas trop quoi faire de lui-même. Changement de programme, lui dis-je. Ce n'est plus un mariage. C'est une fête de départ. Quoi? Mais de la musique entraînante, de la musique de danse, de la musique de fête. On a une salle pleine de monde, un bar ouvert, et un dîner de réception qui est déjà payé. Autant en profiter. J'ai attrapé le micro avant de trop réfléchir. Tout le monde, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Le chaos s'est apaisé. Tout le monde me fixe. Comme vous venez de le voir, il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Caitlin a fait son choix, et je le respecte. Quelques murmures épars. Patricia pleure de plus belle. Mais voilà le truc. Nous avons ce lieu incroyable, une nourriture incroyable, un bar ouvert, et un DJ qui est très bon dans son travail. Tout est payé et non remboursable. J'ai pris une respiration. Alors, voici ce qui va se passer. Ceci est maintenant officiellement ma fête de départ, parce qu'à partir de lundi, je quitte la Pennsylvanie pour recommencer à zéro ailleurs. Et je veux que vous tous, ma famille, mes amis, les gens qui sont vraiment venus pour moi aujourd'hui, m'aidiez à célébrer le prochain chapitre. Silence de mort pendant environ 3 secondes. Puis mon père a commencé à applaudir. Puis ma mère, puis ma sœur, puis Jake et Danny et le reste de mes garçons d'honneur. Bientôt, toute la salle applaudissait. Le bar est ouvert, la nourriture sera servie dans 30 minutes, et la piste de danse est prête.
Faisons en sorte que cette fête soit mémorable. Le DJ, béni soit-il, a immédiatement mis du liso. Les gens ont commencé à se diriger vers le bar. L'énergie est passée d'un enterrement à une fête en environ 5 minutes. Je suis allé aux toilettes et j'ai appelé mon patron. Et Jim, tu sais ce poste de directeur régional au Colorado dont tu as parlé le mois dernier? Celui auquel j'ai dit que je réfléchirais. Je suis prêt à accepter s'il est toujours disponible. Kyle, ce n'est pas ton mariage aujourd'hui? Plus maintenant. Longue histoire. Mais j'ai besoin de quitter la Pennsylvanie, genre, hier. Tu peux faire en sorte que ça arrive? Donne-moi jusqu'à lundi matin. Je te rappellerai. J'ai raccroché, je me suis aspergé le visage d'eau, je me suis regardé dans le miroir, portant toujours ce stupide costume hors de prix. Eh bien, ai-je dit à mon reflet. Ça vient d'arriver. Je suis retourné à la réception. Ma famille avait pratiquement formé un cercle de protection autour de moi, s'assurant que j'allais bien, demandant ce dont j'avais besoin. Robert et Patricia sont venus me voir, l'air absolument dévasté. Kyle, nous sommes tellement désolés, a dit Patricia en larmes. Nous n'en avions aucune idée. Nous ne savions même pas qu'elle était en contact avec son ex. C'est qui, ai-je demandé. La mâchoire de Robert s'est serrée. Jordan. Son ex-petit ami de la fac. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans avant qu'elle ne te rencontre. Il a déménagé en Californie pour un boulot et ils ont rompu. On pensait que c'était de l'histoire ancienne. Apparemment pas, si jamais je le revois, a commencé Robert. Ne fais rien, les jeux interrompus. Il n'en vaut pas la peine. Elle non plus, apparemment. Ça a fait mal à dire, mais c'était vrai. La fête est devenue assez sauvage, en fait. Les gens dansaient, buvaient, mangeaient ce dîner à l'assiette incroyable que le pauvre personnel de traiteur devait servir tout en traitant le drame dont il venait d'être témoin. Le photographe est resté et a pris des photos. Il a dit que c'était l'événement le plus mémorable qu'il ait jamais photographié. Vers 20h, après que la plupart des parents plus âgés soient partis, mes amis m'ont convaincu de faire un discours. Version courte, Caitlin a choisi quelqu'un d'autre. Je me choisis moi-même. Je déménage au Colorado lundi pour un nouveau départ. C'est la dernière fois que j'en parle, alors tout le monde, videz votre sac maintenant. Posez vos questions. Dites ce que vous avez à dire, puis on avance. Les gens ont posé les questions attendues. Est-ce que j'allais bien? Est-ce que je l'avais vu venir? Quel était mon plan? J'ai répondu honnêtement, non, je n'allais pas bien, mais ça irait. Non, je ne l'ai pas vu venir parce que je suis apparemment nul pour lire les signes. Mon plan était de quitter la Pennsylvanie et de ne jamais regarder en arrière. Au nouveau départ, a dit mon père en levant son verre. Au nouveau départ, on répétait tout le monde en écho. La fête a duré jusqu'à minuit. Le DJ a joué chaque chanson demandée. Le bar est resté ouvert. Les gens dansaient comme s'ils essayaient d'évacuer la gêne de toute la situation par la transpiration. À la fin de la nuit, cela ressemblait vraiment à une célébration plutôt qu'à une tragédie. Dimanche matin, je me suis réveillé dans la chambre d'amis de Jake avec la pire gueule de bois émotionnelle de ma vie. J'ai vérifié mon téléphone en m'attendant à des messages de Caitlin. Rien. Pas d'excuses, pas d'explications, pas de reconnaissance du fait qu'elle venait de faire exploser ma vie entière devant 180 témoins. Mais j'avais 3 messages de ses amis. D'abord, de Rachel, sa cousine qui était demoiselle d'honneur. Kyle, je suis tellement désolé. Nous n'avions aucune idée qu'elle prévoyait ça. Elle a juré hier qu'elle était engagée à 100% à t'épouser. Aucune de nous ne savait que Jordan était même dans le tableau. Ensuite de sa colocataire de fac Melissa, c'est absolument dingue. Caitlin a pris tout le monde au dépourvu. Nous sommes tous sous le choc. Je voulais juste que tu saches que nous pensons qu'elle a fait une horrible erreur et que tu mérites tellement mieux. Enfin, de son autre ami de fac, Ashley. Et, je sais que ça n'aide probablement pas, mais Jordan s'est pointé chez ses parents vendredi soir. Apparemment, il lui envoyait des textos depuis des semaines en disant qu'il avait fait une erreur en la quittant, qu'il voulait la récupérer, qu'il revenait en Pennsylvanie pour elle. Elle nous a dit qu'elle lui avait déjà dit non. Je suppose qu'elle a changé d'avis. Alors voilà. Des semaines de communication secrète pendant que nous planifions notre mariage, pendant que je coordonnais les plans de table, que je finalisais le menu et que je m'assurais que ses parents se sentaient inclus dans chaque décision.
Elle avait une liaison émotionnelle avec son ex qui lui promettait l'aventure, l'excitation, ou je ne sais quoi que je ne lui apportais apparemment pas. Mon patron a appelé à 10 heures. Le poste est à toi si tu le veux. Directeur régional pour le territoire de l'Ouest montagneux, basé à Denver. Augmentation de salaire. Aide au déménagement, véhicule de fonction. Tu peux commencer dans 2 semaines? Je peux commencer lundi. Kyle, prends quelques jours. Jim, avec tout le respect que je te dois, j'ai besoin de sortir d'ici immédiatement. Lundi, ça me va. D'accord, alors. Ce sera lundi. Les RH t'enverront les papiers. Bienvenue au Colorado. J'ai passé le dimanche à emballer toute ma vie dans mon camion et une petite remorque-haul. Je n'avais pas grand-chose vu que la plupart de mes meubles étaient déjà au garde-meubles pour le déménagement vers notre nouvel appartement, qui n'allait jamais se faire maintenant. J'ai appelé le propriétaire de ce nouvel endroit, expliqué la situation, demandé s'il pouvait me rendre ma caution puisque je n'avais jamais vraiment emménagé. Le gars a été étonnamment cool à ce sujet. Il a dit qu'il enverrait le chèque à l'adresse de mes parents. Ma famille est venue m'aider à faire mes cartons. Personne ne savait quoi dire, alors ils ont juste travaillé, chargeant des boîtes, emballant la vaisselle, décrochant les décorations murales. Ma mère essayait continuellement de me faire manger quelque chose, mais je n'avais aucun appétit. « Tu pars vraiment ?» a demandé ma sœur. « Il n'y a plus rien pour moi ici. »« Et ton travail ? Tes amis ? La Mustang ? » Je prends le camion, je quitte le travail que j'avais déjà puisque j'en ai un meilleur, et Jake va garder la Mustang dans son garage jusqu'à ce que je trouve comment la mener au Colorado. Les amis peuvent venir visiter, mais je ne peux pas rester ici. Robert et Patricia sont arrivés vers 15 heures. Patricia pleurait encore. Robert avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. « Nous voulions te rendre ça », a dit Robert en me tendant un chèque de leur compte d'épargne pour le mariage. « Nous savons que ça ne couvre pas tout, mais c'est ce que nous avions mis de côté. »« Gardez-le », ai-je dit. « Kyle, s'il te plaît. Nous nous sentons responsables. » Vous ne l'êtes pas. Vous avez élevé votre fille du mieux que vous pouviez. Ce qu'elle a choisi de faire n'est pas de votre faute. Patricia m'a serré dans ses bras pendant 2 bonnes minutes en pleurant sur mon épaule. Tu seras toujours de la famille pour nous, quoi qu'il arrive. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe où, tu nous appelles. Je le ferai. Je ne le ferai pas. À 19 heures dimanche soir, tout ce que je possédais était emballé. J'ai dit au revoir à mes parents, à ma sœur, à mes potes. J'ai promis de garder le contact. Je le pensais sur le moment, mais je savais aussi que les choses s'effaceraient une fois parties. Jake m'a accompagné à mon camion. Mec, je n'arrive toujours pas à croire que c'est arrivé. Ça fait 2. Tu vas t'en sortir là-bas? Éventuellement. J'ai juste besoin de distance avec tout ça. Appelle-moi quand tu arrives. Et, la Mustang est en sécurité avec moi. Quand tu seras prêt à finir la restauration, je t'aiderai à la transporter. Merci, frérot. J'ai quitté de chez Jake à 20 heures. J'ai pris l'autoroute en direction de l'ouest. J'ai regardé la Pennsylvanie disparaître dans mon rétroviseur et je n'ai pas regardé en arrière. Le trajet jusqu'à Denver m'a pris 2 jours complets, avec des arrêts pour dormir dans le camion sur des aires de repos. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, beaucoup de temps pour rejouer chaque moment de la relation, à la recherche de signes que j'avais manqués. La façon dont elle avait été distante le dernier mois. La façon dont elle avait commencé à parler de vouloir voyager plus, voir plus de pays, ne pas être attachée à un seul endroit. La façon dont elle avait mentionné Jordan exactement 2 fois en passant, disant les 2 fois qu'il était juste un vieil ami prenant des nouvelles depuis la Californie. J'aurais dû savoir. J'aurais dû insister davantage quand les choses semblaient bizarres. Mais honnêtement, une partie de moi était soulagée. Mieux valait découvrir qui elle était vraiment avant le mariage qu'après. Mieux valait être humilié devant 180 personnes que de divorcer dans 1 an, quand elle aurait décidé que la vie maritale était trop ennuyeuse. Je suis arrivé à Denver lundi après-midi. L'entreprise m'avait installé dans un appartement d'entreprise à court terme pendant que je cherchais quelque chose de permanent. Je me suis présenté au bureau régional mardi matin. Je me suis plongé dans le travail comme si ma vie en dépendait. Nouveau territoire, nouveau compte, nouveau défi. Exactement ce dont j'avais besoin. Le premier mois à Denver a été flou.
Je travaillais 12 heures par jour pour apprendre le territoire, rencontrer des clients, établir des relations. Je rentrais dans un appartement vide et m'écroulais au lit. Répétez. Je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas mis à jour mon statut relationnel. Je n'ai pas reconnu ce qui s'est passé, sauf pour dire à mes nouveaux collègues que j'avais récemment déménagé de Pennsylvanie pour un nouveau départ. Mes parents appelaient chaque semaine pour demander comment j'allais. Je leur donnais la même réponse à chaque fois. Bien. Je reste occupé, je m'adapte bien. Jake m'envoyait des nouvelles de la Mustang et de la vie au pays. Apparemment, Caitlin et Jordan ont tenu tout juste 3 semaines avant qu'ils ne décident que la Pennsylvanie était trop petite ville pour lui et ne retourne en Californie. Elle a essayé d'appeler Jake pour demander mon nouveau numéro. Il lui a dit d'aller se faire voir. Mec, elle s'est pointée chez moi en pleurant la semaine dernière, m'a-t-il dit lors d'un de nos appels. Les grandes eaux, disant qu'elle avait fait la plus grande erreur de sa vie, me suppliant de lui dire comment te joindre. Qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit que tu étais passé à autre chose et qu'elle devrait faire pareil. Elle a essayé le coup du mais on allait se marier et je lui ai rappelé que c'est elle qui s'est enfuie du mariage. Ce n'est plus vraiment ton problème. Elle a dit autre chose? Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle n'avait pas réalisé ce qu'elle avait jusqu'à ce qu'il soit parti. Que Jordan lui avait promis l'aventure et l'excitation. Mais il s'est avéré qu'il était juste au chômage et vivait dans la chambre d'amis de son pote. Classique. J'aurais dû ressentir quelque chose en entendant ça, une vindicte, peut-être de la satisfaction que le karma l'ait rattrapé. Mais je n'ai rien ressenti. 2e mois à Denver. J'ai commencé à vivre vraiment au lieu de simplement exister. Je me suis inscrit à une salle de sport, j'ai commencé à faire de la randonnée tous les week-ends, j'ai exploré la ville. Le Colorado était incroyable. Des montagnes partout, des brasseries artisanales à chaque coin de rue, des gens qui étaient amicaux sans être fouineurs. J'ai rencontré un groupe de gars via un meet-up de randonnée qui est devenu ma nouvelle bande. Personne ne connaissait mon passé et je ne l'ai pas proposé spontanément. Je me contentais de venir, de faire l'effort sur les sentiers, et d'aller manger après. Des trucs de gars normaux. J'ai commencé à avoir des rendez-vous occasionnels vers le 3e mois. Rien de sérieux, juste des cafés et des dîners. J'ai été clair dès le départ que je ne cherchais rien de lourd. La scène des rencontres à Denver était complètement différente de celle de la Pennsylvanie. Les femmes ici semblaient plus indépendantes, moins préoccupées par les échéanciers et les projets de mariage. Une fille avec qui je suis sorti, Lorraine, m'a demandé directement lors de notre 3e rendez-vous. Alors, c'est quoi ton histoire? Tu as l'air super, mais tu as cette carapace. J'ai déménagé ici il y a 6 mois de Pennsylvanie. J'ai eu des histoires de couples qui n'ont pas marché. Je prends juste les choses doucement. Nous sommes sortis ensemble pendant quelques mois avant de décider mutuellement que nous étions mieux en tant qu'amis. Elle m'a présenté à son cercle social, ce qui a mené à plus d'amitié. Je construisais lentement une vraie vie au Colorado. Le travail se passait incroyablement bien. J'ai dépassé mes objectifs de vente 3 trimestres de suite. J'ai reçu la reconnaissance du siège. J'ai même été envoyé à un programme de formation au leadership à Chicago. La promotion au poste de directeur régional s'avérait être la meilleure décision de carrière que j'ai jamais prise. Pendant ce temps, mon téléphone restait silencieux. Caitlin n'a jamais eu mon nouveau numéro. Ne m'a jamais trouvé sur les réseaux sociaux. J'avais tout désactivé en Pennsylvanie. Elle ne m'a jamais retrouvé. Pour autant que je sache, elle n'avait aucune idée d'où j'étais parti, exactement comme je le voulais. Au bout d'1 an, j'avais complètement reconstruit ma vie. Un nouveau travail que j'aimais, de nouveaux amis, de nouveaux passe-temps, de nouvelles routines, j'avais acheté un appartement dans un quartier où je voulais vraiment vivre. J'avais même commencé à sortir sérieusement avec quelqu'un, Ashley, une infirmière à l'hôpital local que j'avais rencontrée par des amis communs. Ashley était l'opposé de Caitlin sur tous les points qui comptaient. Indépendante, directe, elle avait sa propre vie bien remplie à laquelle j'étais invité à participer, au lieu d'être censé tout construire autour d'elle. Nous étions ensemble depuis 6 mois et les choses étaient confortables sans être étouffantes. Elle était au courant pour la Pennsylvanie, mais pas les détails, juste que j'avais quitté une mauvaise relation et déménagé à l'ouest pour le travail. Elle n'a pas insisté pour avoir plus d'informations, ce que j'ai apprécié. J'ai qu'à appeler un après-midi alors que je faisais de la randonnée avec Ashley. Mec, tu ne vas pas le croire, mais il faut que je te le dise.
Caitlin est en mode détective complet pour essayer de te trouver. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle envoie des messages à tous ceux qu'on connaît du lycée pour demander si quelqu'un a eu de tes nouvelles. Elle s'est pointée chez tes parents 2 fois, mais ils lui ont dit de partir. Elle a appelé ton ancien boulot, mais ils ne lui ont donné aucune info. Elle essaie légitimement de te traquer. Pourquoi? De ce que j'entends par le téléphone arabe, Jordan l'a quitté à nouveau après qu'elle l'ait repris la 2e fois. Le mec a apparemment des problèmes d'engagement ou un truc du genre. Maintenant, elle s'est convaincue que tu étais celui qui lui avait échappé et qu'elle doit arranger les choses. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je le sais, tu le sais, mais apparemment elle ne le sait pas. Sa mère, Patricia, a appelé ta mère la semaine dernière, suppliant pratiquement pour avoir tes coordonnées. Ta mère lui a dit absolument pas, et que Caitlin doit passer à autre chose. Bien. Je voulais juste te prévenir au cas où elle te trouverait d'une manière ou d'une autre. La fille semble assez déterminée. Merci pour l'avertissement. J'ai raccroché et raconté la version abrégée à Ashley. Elle a haussé un sourcil. Donc, ton ex-fiancé qui t'a laissé à l'hôtel essaie maintenant de te traquer après que son autre relation a échoué, apparemment. Et tu vas l'ignorer complètement si elle te trouve, n'est-ce pas? Évidemment. Bien, parce que c'est un comportement insensé. Et tu ne lui dois rien. Exactement. Le 2e avertissement est venu de ma sœur 2 mois plus tard. Kyle, Caitlin a obtenu mon numéro d'une manière ou d'une autre et m'envoie des SMS pour demander où tu es. Je l'ai bloqué, mais je voulais que tu saches qu'elle cherche toujours. Est-ce qu'elle a dit ce qu'elle voulait? S'excuser, expliquer, arranger les choses. Ces mots exacts. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à arranger parce que tu es passé à autre chose et qu'elle doit faire pareil. Elle a commencé à délirer sur le fait que vous 2 étiez faits pour être ensemble et qu'elle a fait une erreur, mais qu'elle en a tiré des leçons. Elle m'a laissé en plan à un hôtel devant tout le monde. Il n'y a pas de retour possible après ça. Tu prêches une convertie. Sois juste conscient qu'elle semble assez obsédée à l'idée de te trouver. Le 3e signe est venu de Robert, de toutes les personnes possibles. Il m'a envoyé un SMS de nulle part. Kyle, je dois te prévenir. Caitlin demande à Patricia et moi si nous avons un moyen de te joindre. Nous lui avons dit non et qu'elle doit respecter ta vie privée. Elle ne le gère pas bien. Je pensais juste que tu devrais savoir qu'elle essaie activement de te localiser. J'ai apprécié la loyauté de Robert. Il a toujours été un bon gars qui s'est retrouvé avec une fille qui ne valorisait pas les bonnes choses. Mais je n'étais pas inquiet. J'avais bien brouillé les pistes. J'avais changé mon numéro de téléphone, désactivé tous les réseaux sociaux, déménagé à l'autre bout du pays dans une ville où personne de mon ancienne vie n'avait de contact. À moins qu'elle n'engage quelqu'un pour me trouver, ce qui semblait extrême même pour elle, j'étais en sécurité. 2e année au Colorado. La vie était légitimement bonne. J'ai été promu à nouveau au poste de directeur régional senior couvrant tout l'ouest montagneux. Ashley et moi avons emménagé ensemble, parlant de nous fiancer éventuellement, mais en prenant notre temps. J'ai fini de restaurer la Mustang. Jake l'avait finalement expédiée, et j'avais passé 6 mois à faire les derniers travaux dans le garage de mon condo. La vie était stable, heureuse, paisible. Puis ma mère a appelé, l'air stressé. Chérie, Caitlin m'a trouvé sur Facebook et m'a envoyé ce long message me suppliant de te transmettre ses coordonnées. Je n'ai pas répondu, mais je voulais que tu saches qu'elle passe à la vitesse supérieure. Que disait le message? Beaucoup d'excuses. Beaucoup de j'ai changé. Beaucoup de supplications pour une autre chance. Elle a dit qu'elle sait qu'elle ne le mérite pas, mais qu'elle a besoin de te parler au moins pour tout expliquer. Je ne fais pas suivre. Bien. Merci pour l'info. Mais ensuite, les messages ont commencé à arriver par d'autres canaux. Jake a reçu un message Facebook lui demandant de me dire que Caitlin était désolée et voulait parler. Ma sœur a reçu un message vocal sur son téléphone professionnel, on ne sait comment, lui demandant de transmettre un message. Même mon ancienne colocataire de fac a été contactée via LinkedIn. Elle jetait un filet large pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait savoir comment me joindre. Le plus inquiétant est venu de mon père. Fiston, Caitlin s'est pointée chez nous encore hier. Ta mère a appelé la police. Elle a reçu un avertissement pour violation de propriété et on lui a dit de ne pas revenir. Ça devient incontrôlable. Est-ce qu'elle a dit ce qu'elle voulait?
La même chose qu'elle dit à tout le monde. Qu'elle a fait une erreur. Qu'elle est désolée. Qu'elle a besoin de te parler. Ta mère lui a dit en termes très clairs que tu as refait ta vie et qu'elle doit faire pareil. Elle s'est mise à pleurer sur notre porche en disant que sa vie s'est effondrée sans toi. Ce n'est pas mon problème. Je sais. On gère. Je voulais juste que tu sois au courant au cas où elle te retrouverait d'une manière ou d'une autre au Colorado. Cela semblait improbable. J'avais été prudent. Mais ensuite, j'ai reçu une demande de connexion LinkedIn d'un compte sans photo et avec un nom générique. J'ai cliqué dessus et le seul détail était qu'il travaillait dans le conseil relationnel à Denver. Immédiatement méfiant, j'ai refusé et bloqué. 3 jours plus tard, une autre. Même profil vague, même localisation à Denver, nom générique différent. Bloqué à nouveau. Puis Ashley est rentré du travail avec un air inquiet. Il s'est passé un truc bizarre aujourd'hui. Une femme est venue aux urgences pour demander si je connaissais Kyle Morrison, qui travaillait dans la vente d'équipements industriels. Elle a dit qu'elle était une vieille amie essayant de renouer le contact. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit que je ne connaissais personne de ce nom et que je n'avais pas le droit de donner des informations personnelles sur le personnel ou les patients de toute façon. Elle est partie, mais quelque chose semblait louche dans toute cette histoire. À quoi ressemblait-elle? Ashley a sorti son téléphone et m'a montré la capture d'écran des images de sécurité de l'hôpital qu'elle avait obtenues de leur équipe de sécurité. J'ai récupéré ça après son départ parce que ça semblait suspect. Elle était là. Caitlin. Debout dans le hall des urgences, ressemblant exactement à mes souvenirs, mais d'une certaine manière plus désespérée. Elle m'avait trouvé. Pas juste ma ville, mais le lieu de travail de ma petite amie. C'est mon ex-fiancée, ai-je dit à Ashley. Celle qui m'a laissé à l'hôtel. Les yeux d'Ashley se sont écarquillés. Tu plaisantes. J'aimerais bien. Elle essaie de me traquer depuis plus d'1 an, apparemment. Je suppose qu'elle a fini par réussir. Qu'est-ce que tu vas faire? Absolument rien. Si elle se pointe ici, on appelle la police. Si elle me contacte directement, je la bloque. Elle a fait son choix il y a 2 ans et je suis passé à autre chose. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Genre, est-ce qu'elle est dangereuse? Je ne pense pas. Juste désespérée et délirante. Mais je déposerai une main courante demain juste pour que ce soit enregistré. Ce soir-là, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu du Colorado. Kyle, je sais que tu es à Denver. Je sais que tu es passé à autre chose. Je sais que je ne mérite rien de toi, mais s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes pour tout expliquer. C'est tout ce que je demande. Caitlin. J'ai fixé le message pendant une bonne minute. Il y a 2 ans, cette femme est partie de notre mariage en tenant la main d'un autre homme devant tous ceux que nous connaissions. Elle m'a humilié. Elle a détruit des mois de planification. Elle a jeté tout ce que nous avions construit, et maintenant elle voulait 5 minutes pour expliquer. J'ai bloqué le numéro et je suis allé me coucher. Alors, nous y voilà, Reddit. 2 ans depuis le mariage qui n'a pas eu lieu. 2 ans depuis que je suis resté devant un hôtel à regarder ma fiancée choisir quelqu'un d'autre. Aux dernières nouvelles de ma famille, Caitlin cherche toujours des moyens de me contacter. Elle a apparemment eu vent que je suis avec Ashley et envoie des messages à ma sœur pour demander si c'est sérieux, si nous sommes fiancés, s'il y a encore une chance pour elle. La réponse de ma sœur a été parfaite, il est heureux. Laisse-le tranquille. Mais elle ne le fera pas. J'ai reçu une autre demande LinkedIn la semaine dernière d'un autre faux compte. Celui-ci avait une histoire détaillée sur le travail dans l'équipement industriel. Il avait même de fausses offres d'emploi, mais la localisation était Denver et quelque chose clochait. Je l'ai bloqué immédiatement. J'ai qu'à appeler hier avec une mise à jour. Mec, Caitlin fait apparemment une introspection, essayant de traiter ses erreurs ou je ne sais quoi. Quelqu'un lui a suggéré de t'écrire une lettre pour tourner la page. Ses amis lui disent de simplement laisser tomber, mais elle est convaincue que tu es son âme sœur ou une bêtise du genre. Je ne lirai aucune lettre. C'est ce que je lui ai dit quand elle m'a demandé d'en faire suivre une. J'ai dit que tu étais passé à autre chose et qu'elle doit faire pareil. Elle a dit autre chose? Juste que le départ de Jordan la 2e fois lui a fait réaliser qu'elle avait abandonné la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Qu'elle t'a pris pour acquis parce que tu étais stable et fiable alors qu'elle cherchait l'excitation. Qu'elle a mûri maintenant et c'est ce qui compte vraiment.
Belle histoire. Toujours pas mon problème. Ashley et moi parlons de nous fiancer cette année. Elle connaît toute l'histoire maintenant. Pas seulement la version abrégée, mais chaque détail sur Caitlin, le mariage, la fuite vers le Colorado. Tout. Sa réponse a été simple, tu l'as échappé belle et tu as construit une vie meilleure. Ne laisse pas quelqu'un qui ne t'appréciait pas à l'époque gâcher ce que tu as maintenant. Elle a raison.